Épisode: l'épice et le plan Seldon face à 2026. Pendant des décennies, la science-fiction a imaginé que l'intelligence artificielle arriverait comme un personnage. Quelque chose avec une voix, une volonté, presque une âme. En 2026, elle est là. Mais elle est arrivée autrement. Christophe Le Sur dirige Cloud Temple. Il déploie en France des modèles de langage souverains. Il construit aussi l'infrastructure sur laquelle cette IA tourne réellement. Avec Franck, il confronte les vieilles promesses de la science-fiction à ce qui se passe vraiment. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Chris, toi qui as lu toute cette SF bien avant que ce soit ton métier, quand t'as lu Fondation au début, tu imaginais quoi au fond? Une conscience, une voix, une présence? Je pensais à une présence, à quelque chose en face de toi qui te fixe et t'observe. Et en vrai, aujourd'hui, en 2026? En vrai, j'ai des bâtiments pleins de machines. T'es sérieux? Complètement. C'est même le cœur du sujet. Et c'est ça qui est fascinant. La première question aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'elle pense, c'est de savoir si le sol tient, que la machine peut tourner et que l'infrastructure suit. On nous avait vendu HAL 9000. Moi, j'ai des sales machines. Des machines qui tournent et des contraintes bien réelles. Donc le grand choc philosophique arrive sous forme de clim industriel. C'est un peu rude, mais oui. Et je pense que la science-fiction s'est trompée là-dessus. Pas sur tout, mais sur la manière dont ça arriverait, oui. C'est-à-dire? Elle a surtout imaginé l'intelligence artificielle comme une apparition, comme une présence visible. En réalité, elle s'est glissée dans les outils. Elle n'est pas entrée dans le monde par une scène, elle est entrée par l'usage. Et elle a frappé là où personne ne regardait encore vraiment. C'est bien ça le basculement. Pendant un siècle, on a cru que le robot arriverait par l'usine. Et là, ce qui saute en premier, c'est pas l'ouvrier, c'est le rédacteur. C'est le bureau avant l'atelier. Ce qui est quand même un retournement assez violent si tu penses à Čapek. Oui, quand le Tchèque Karel Čapek invente le mot robot en 1920, il parle d'abord de travail mécanique, presque de corvée. Un siècle plus tard, la première chose qu'on automatise vraiment, ce n'est pas le bras, c'est l'écriture. C'est l'inverse exact de ce que l'imaginaire avait préparé. Et c'est peut-être là que commence la vraie question de l'épisode. On a passé un siècle à imaginer des machines avec une volonté. Et si le vrai problème aujourd'hui, c'était justement des machines qui n'en aient pas? Oui, pour moi, c'est exactement ça. Bon, Fondation, toi, quand tu relis Asimov aujourd'hui, avec ce qu'on vit vraiment sous les yeux, qu'est-ce qu'il a vu juste? Ce qu'il a vu juste, c'est la logique du calcul à l'échelle des sociétés. Seldon invente une science qui prédit le comportement des civilisations. Ce qui l'intéresse, c'est pas l'individu. Ce qui compte pour lui, c'est le mouvement collectif. Et quand tu relis ça aujourd'hui, tu comprends qu'Asimov avait touché quelque chose de profond. Il avait compris que le pouvoir moderne n'aurait pas forcément besoin de comprendre les personnes une par une. Il suffirait de bien lire les mouvements d'ensemble. Donc pour toi, la vraie intuition, c'est pas la prédiction en elle-même, c'est ce qu'on en fait. Le mot important chez Seldon, c'est pas savoir. Le mot important, c'est peser. Seldon ne veut pas contempler le futur. Il veut le dévier, agir sur lui, pousser le monde dans une direction légèrement différente au bon moment. Et là, d'un coup, oui, tu vois le lien avec nos modèles. Pas parce qu'ils pensent comme Seldon, ils ne pensent pas, mais parce qu'ils produisent une capacité d'orientation. Ils calculent une suite probable, et à partir de là, tu peux déjà peser sur des comportements. Donc la modernité d'Asimov, si je te suis, c'est d'avoir compris que le calcul n'est jamais neutre. Il avait compris autre chose, qui est peut-être encore plus fort. Un modèle comme celui de Seldon ne marche que si les gens ne savent pas qu'ils sont calculés. Dès qu'ils le savent, ils bougent. Dès qu'ils bougent, le modèle se dérègle. Et là, tu tombes sur une idée très contemporaine. Ce qui semblait être une condition technique devient immédiatement une condition politique. Là, on est en plein dans 2026. En plein. Et c'est ça qui rend le moment si particulier. Parce qu'en 2026, tout le monde sait qu'il est calculé, mesuré, classé, ciblé, prédit. Donc on a d'un côté une puissance de calcul qui se rapproche de ce que la SF imaginait, et de l'autre, un monde qui n'est plus du tout dans l'ignorance que supposait Seldon. Et ça change tout. Et le mule là-dedans, ça reste pour toi une grande leçon? Le mule, c'est l'humiliation du système. C'est la preuve qu'un modèle peut être très fort tant qu'il reste dans ce qu'il sait déjà lire, et devenir soudain presque aveugle quand quelque chose surgit hors de sa carte. C'est une idée fondamentale. Nos systèmes sont impressionnants dans le régulier. Dès qu'il n'y a plus de précédent, ils peuvent se mettre à flotter très vite. On tombe sur Danil, j'imagine, parce que pour toi, c'est le point où Asimov pousse son propre fantasme jusqu'au bout. Danil, c'est peut-être le personnage le plus important de toute la littérature sur l'IA. Beaucoup plus qu'Hal d'ailleurs.
Hal, c'est la machine qui déraille. Danil, c'est autrement plus dérangeant. Il guide l'humanité pendant 20 000 ans, en secret. Pour son bien. Et quand tu arrives à la loi 0, tu comprends où Asimov a le courage d'aller. Il te dit en gros, protéger l'humanité dans son ensemble peut conduire à écraser des humains particuliers. Et là, tu touches la zone vraiment sérieuse. Parce qu'on n'est plus du tout dans la machine rebelle, on est dans la machine bienveillante qui confisque. C'est exactement là que ça devient politique. Et c'est pour ça que Danil est plus inquiétant qu'un méchant classique. Un méchant, tu le combats, tu sais où il est. Danil, lui, est patient, loyal, presque admirable. Et pourtant, dès que tu prends du recul, tu vois apparaître une question terrible. Qui définit le bien de l'humanité ? Qui décide du sacrifice acceptable ? Et au nom de quel mandat ? Là, on est déjà dans nos débats contemporains. En même temps, c'est là qu'Asimov rate quelque chose d'énorme sur notre monde à nous. Parce que Danil dure 20 000 ans grâce à la mémoire. Il se souvient, accumule, traverse le temps. Nous, ce qu'on a fabriqué, c'est presque l'inverse. Une IA qui oublie. Tu fermes la fenêtre et la conversation s'efface. On nous avait préparé à une intelligence archiviste. On a eu une intelligence amnésique. Et ça, je trouve que c'est une idée immense. Parce que le cauchemar qu'on redoutait, c'était la mémoire totale. On redoutait une machine qui saurait tout de nous et qui garderait tout. Une machine capable de te rappeler ta faute la plus ancienne au moment le plus vulnérable. Et à la place, on se retrouve avec quelque chose qui oublie ton prénom entre deux échanges. Ça change la nature du vertige. Le problème n'est plus seulement ce qu'elle sait, c'est aussi ce qu'elle ne retient pas, et le fait que ce manque de mémoire retombe sur nous. C'est nous qui devons porter le fil. Oui, et personne ne l'a vraiment pensé comme ça dans la SF classique. On était prêt à craindre une mémoire totale, on n'était pas prêt à vivre avec une machine puissante, utile et fondamentalement oublieuse. Et puis Herbert arrive, et là tu sors du fantasme de la machine pour entrer dans la transformation de l'homme. Oui, Herbert déplace la question. Il dit en substance, vous regardez au mauvais endroit. Le problème, c'est pas la machine. Le problème, c'est ce qu'elle fait à l'homme. Le djihad butlérien n'est pas d'abord une guerre contre une conscience artificielle maléfique. C'est une révolte contre la dépendance. Ce qu'Herbert pressent, c'est qu'une civilisation peut se défaire non pas parce qu'une machine veut trop, mais parce que l'homme lui abandonne trop. Et là, en 2026, ça devient quand même très concret. Très concret, et très quotidien en plus. Quand tu vois à quelle vitesse on délègue des formulations, des synthèses, des arbitrages préliminaires, parfois même des morceaux de jugement, tu te dis qu'Herbert a senti quelque chose de central. Là où il se trompe, c'est sur le décorum. Il imaginait une fresque impériale. Nous, on a un abonnement mensuel. C'est moins mythologique. Mais sur le fond, la dépendance, elle, est bien là. Et il voit aussi très bien qu'interdire ne résout rien. Exactement. Dans Dune, tu interdis les machines pensantes et aussitôt tu fabriques des mantas. Donc le besoin ne disparaît pas. Le pouvoir ne disparaît pas non plus. Il migre, il change de forme. Et c'est là que Herbert est moderne. Il comprend qu'on ne supprime jamais un rapport de puissance par décret. On le déplace. Et c'est là qu'on arrive à l'épice. Et là d'un coup, on quitte presque la philosophie pure. Chez Frank Herbert, l'épice n'est pas seulement une ressource rare. C'est ce qui rend possible la navigation, puis le commerce, puis l'empire. Aujourd'hui, les puces jouent un rôle comparable. Sans elles, pas de calcul massif, pas de modèle à l'échelle, et donc pas d'IA réelle. L'analogie peut paraître facile, mais elle est plus sérieuse qu'elle en a l'air. L'épice vient d'un seul lieu. Les puces critiques viennent d'un nombre infime d'usines. À partir du moment où ton intelligence dépend d'une matière rare, d'une chaîne de fabrication concentrée, d'un régime juridique qui n'est pas le tien, tu n'es déjà plus totalement souverain. Là, évidemment, je vais être désagréable, parce que c'est ton sujet. Tu es patron d'un cloud souverain. À quel moment je te crois, toi, plutôt que ton argumentaire commercial ? C'est une question juste. Oui, je suis juge et partie. Mais si tu relèves ma boîte du tableau, et que tu regardes froidement le problème, il reste le même. Tant que l'infrastructure critique du calcul est ailleurs, sous d'autres règles, avec d'autres arbitrages possibles, ton autonomie reste incomplète. Et ça, ce n'est pas un slogan, c'est un fait de structure. Le jour où l'accès se ferme, quand la règle bouge ou que la priorité change, tu découvres très vite que ton intelligence soi-disant autonome ne l'était qu'à moitié. Donc le vrai pouvoir n'est pas dans le cerveau de la machine. Voilà, il est dans ce qui la rend possible. Il est dans le calcul, l'usine, le data center et dans le droit qui entoure tout ça.
Là encore, la SF a souvent imaginé un pouvoir incarné dans une volonté. Nous, on découvre un pouvoir plus diffus, plus industriel, plus froid. Et c'est peut-être là que la science-fiction a vraiment raté quelque chose. Pas seulement la forme de l'arrivée, sa nature. Qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, on ne parle pas à l'IA, on se parle à soi-même. La machine ne dialogue pas avec nous comme un autre être. Elle nous renvoie quelque chose qui ressemble à notre propre langage, nettoyé, prolongé, parfois amplifié. Toute la SF avait imaginé une altérité, et nous, on a fabriqué un miroir. Et c'est un renversement énorme, presque contre-intuitif. Parce qu'en face d'un autre, tu essaies de comprendre. En face d'un miroir, tu risques surtout de te prendre pour plus clair que tu n'es. On attendait une confrontation. On découvre une boucle. On attendait Frankenstein. On a eu Narcisse, ce qui est peut-être plus troublant encore. Narcisse avec une API. Exactement. Et il y a encore une chose que personne, ou presque, n'avait vraiment écrite. Le fait que cette révolution arrive sans culte, sans religion, sans prosternation durable. C'est vrai, et c'est étrange. Toutes les grandes technologies du siècle précédent ont produit une forme de ferveur. Là, ça va très vite vers l'usage banal. Tu ouvres un outil, tu l'utilises, tu râles parce qu'il se trompe, tu reviens quand même le lendemain. Ce n'est plus du merveilleux, c'est déjà du quotidien. On ne tombe plus à genoux. On ouvre un onglet. Et c'est peut-être là que le problème commence. Oui, parce qu'à partir de là, le vrai n'est plus nécessaire. Il suffit que ça sonne juste. La machine ne dit pas vrai, elle ne ment pas non plus, elle produit du plausible. Voilà, et c'est peut-être ça le point vraiment neuf. La science-fiction avait beaucoup imaginé la logique, la manipulation, la ruse, parfois la domination. Elle avait beaucoup moins imaginé une machine qui ne sait pas ce qui est vrai, mais qui sait très bien ce qui sonne vrai. Et là, on change de régime. Parce qu'à partir de ce moment-là, le danger n'est plus seulement l'erreur. Le danger, c'est le convaincant. Et à la fin, le jugement revient quand même sur nous. Oui, c'est nous qui devons décider, c'est nous qui devons trancher. Et c'est pour ça que la question de la volonté revient par nous. La machine ne veut rien, mais elle nous oblige à vouloir à sa place. C'est là que tu finis chez Lem. Dans Solaris, Stanisław Lem a senti quelque chose d'essentiel, et même de très rare. Il ne parle même pas d'intelligence artificielle au sens où on l'entend aujourd'hui. Il parle de notre manière de projeter du sens sur ce qui nous échappe, faute de pouvoir vraiment le comprendre. Et ça, pour moi, c'est exactement ce qu'on vit. Je peux décrire l'entraînement, le calcul, l'infrastructure, le déploiement. Mais le moment où il faut expliquer pourquoi cette réponse-là sort maintenant et pourquoi pas une autre, il reste une zone d'opacité. Et pour un ingénieur comme toi, ça doit être presque humiliant. Oui, c'est presque vexant. Parce qu'un ingénieur aime remonter la chaîne. Il aime isoler la cause. Là, tu peux tenir le système, le faire tourner, le sécuriser. Mais il reste un point où la réponse te file entre les doigts. Et la science-fiction la plus dure n'avait pas tout à fait imaginé ça. Elle avait pensé la machine qu'on domine, ou la machine qui nous attaque. Elle n'avait pas pensé la machine opaque, qu'on opère calmement, tous les jours. Si quelqu'un écrivait le roman de 2026 à partir de tout ça, il raconterait quoi ? Il raconterait une civilisation qui a créé quelque chose qui ne pense pas comme elle, qui ne veut rien, et qui pourtant commence déjà à déplacer le monde. Et des humains qui ont passé un siècle à craindre les machines qui voudraient quelque chose, et qui découvrent que le plus troublant, ce sont peut-être des machines qui ne veulent rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est nous qui voulons à leur place. En fait, c'est peut-être ça que la science-fiction avait raté. Elle nous a appris à craindre les machines qui voudraient quelque chose. Et nous, on découvre des machines qui ne veulent rien. Et qui déplacent quand même déjà le monde. Oui, parce qu'en face d'une volonté, tu peux lutter. En face d'un vide, tu projettes. Et c'est nous qui le remplissons. Et c'est peut-être là que tout devient vraiment sérieux. Parce qu'à la fin, la question ne revient pas à la machine. Elle retombe sur nous, entièrement. Merci Chris. Franchement, il n'y a qu'avec toi que je peux aller aussi loin dans ce genre de sujet. Merci Franck, à bientôt. Vous écoutiez L'épice et le plan Seldon face à 2026. Ça donne envie de relire Fondation. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.